qui tourne un peu sur un journal. Voilà. Et on transformera ça au fur et à mesure en forme donc de journal tous les jours. Alors, nous allons aller rapidement le premier sujet. C'est donc quand M. Patrick Hachi remplace M. Ouattara à l'ONU. Et on peut le dire, trame un peu devant M. Tidjam Thiam. Alors, on va rapidement donc à la 80e Assemblée générale donc, des Nations unies à New York. C'est M. Patrick Hachi, ministre d'État et conseiller spécial de M. Ouattara qui a représenté, ou bien qui représente, disons, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, le mardi donc, 23 septembre, il a pris part à l'ouverture donc, des débats généraux placés sur le thème Mieux ensemble, 80 ans, voilà, et au-delà donc de la paix et du développement donc de droits donc de l'homme au niveau donc du pays. Alors j'espère que everything tout va très bien. Alors on nous signale que nous avons bon, on reviendra un peu sur cette information tout à l'heure. On nous signale que nous avons une autre information qu'on devait donc mettre sur la table, mais ça sera donc d'ici donc quelques petites minutes. Au terme donc de cette rencontre, une minute, je pense que tout devait pouvoir aller très bien, très bien, je pense bien. Et puis, une minute, le temps que, voilà, je pense qu'on a retrouvé, voilà, Dieu merci, nous avons donc retrouvé donc la page, donc au-delà donc des discours officiels, une réalité donc saute aux yeux. Les représentants donc de M. Ouattara apparaissent comme, permettez-moi l'expression, des petits dictateurs en sursis qui tremblent donc même devant donc l'ombre d'une petite élection et aussi face à un petit cacaba comme tiens, comme le dirait l'autre chez nous. Mon vieux, c'est chaud. Hein? Alors, donc voilà un peu donc cette information. Alors, et j'ai discuté avec des personnes au niveau donc, de l'Assemblée donc, générale, au moins voilà, des invités, mais ils sont pratiquement tous surpris et unanimes du comportement donc, du RDA devenu RHP et surtout de M. Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui a longtemps, selon lui, combattu pour l'instauration donc de la démocratie donc en Côte d'Ivoire et des droits de l'homme, celui-là même qui s'est dit donc victime de la politique ivoiritaire. Donc on pratique maintenant l'ivoirité qui ressemble beaucoup plus à M. Ouattara, voilà, que autre chose. Et cela met beaucoup de personnes donc mal à l'aise, voilà, les gentlemen. Alors, c'est donc un peu le premier sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres informations par rapport à ça, ben, nous sommes tous tués, on pourra certainement en changer. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Alors, le deuxième sujet qu'on met sur la table, c'est encore la présidentielle 2025 et surtout hein, les candidats donc en quête donc de pouvoir, mais à crédit donc chez M. Ouattara. Voilà. C'est une information que nous avons qui vient donc de Africa Intelligence et qui parle un peu donc de la situation financière donc des candidats retenus par M. Ouattara. Voilà, on peut dire que ce sont des candidats sciemment retenus par M. Ouattara, au vu donc des informations que nous avons donc tous les jours. Hein. Nous ne sommes pas réellement surpris. Hein. On avait été clair ici, hein, les gentlemen ne participent pas à une élection par coup d'éclat, ou bien par frustration. Vous comprenez? Ou bien par émotion. Une candidature à une élection présidentielle se prépare pendant donc, des années, des fois même des décennies. Il faut avoir les moyens de sa politique. On ne vient pas se déclarer candidat et puis attendre maintenant que l'État nous donne de l'argent, puis M. Ouattara nous donne au moins 100 millions, 200 millions, 300 millions pour faire une campagne. It doesn't make any sense. Un candidat, je l'ai toujours dit, et ça peut certainement faire frustrer les gens et les autres, un candidat qui attend la contribution de l'État ou bien la contribution de M. Ouattara pour participer à l'élection, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'a même pas du tout sa place dans la compétition. Vous avez votre argent, si l'argent vient de l'État, c'est un plus qu'on peut l'utiliser pour d'autres charges. J'ai été clair et j'ai expliqué par A plus B tous ceux qui nous suivent. C'est clair. Vous ne pouvez pas réunir 15 milliards, ce n'est pas la peine d'aller à une élection, surtout en ce moment-là, ce n'est pas la peine de blaguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent un nouveau paradigme. Dès lors, c'est quelqu'un qui a de meilleures chances et qui a donc une équipe autour qui a un minimum voilà, de financement pour pouvoir aller compétir directement avec M. Ouattara. Ce n'est pas une affaire de soleil dans Placalidome, vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas l'argent, quittez-la. Vous nous emmerdez pour finir. Vous avez votre politique en Côte d'Ivoire qui nous fatigue. La politique des dealers.
Je suis fâché contre Pierre. Je m'entends avec Paul pour aller contre Akissi. Je suis fâché contre Akissi. Je m'entends avec Insan pour aller contre ça. Nous sommes fatigués de ça. Pour finir, vous n'avez plus de caractère, vous n'avez plus de dignité et vous ne représentez plus rien. Quand je les vois ici, à gauche, à droite, blé ici, blé là, et Simone Gbagbo ici, Simone Gbagbo là, les gentlemen, tout ça, c'est pitoyable. Et ça me fait, croyez-moi, les gentlemen, je suis de plus en plus un peu même dégoûté de la politique. Voilà pourquoi, les gentlemen, nous avons beaucoup plus fait confiance à M. Tidiam Thiam pour cette élection. Alors, une minute, les gentlemen, avant qu'on poursuive notre émission, on nous signale que nous avons une information que nous attendions depuis, donc, souffrez. Hein. Je serai donc absent pendant au moins 30, disons, une minute, le temps que nous revenons. Mais en attendant, nous allons vous faire passer un peu l'élément que nous jouons toujours concernant M. Tidiam Thiam quand il était jeune. Alors, je vais vous laisser suivre l'élément là rapidement, écouter d'abord, et puis je reviendrai tout à l'heure, les gentlemen, pour continuer donc notre billet. Première fois à l'école polytechnique de France. Il s'agit du jeune Thiam. Et je suis d'autant plus heureux de parler de ce jeune homme qu'il y a 2 ans de cela, dans ce même ministère et dans cette même salle de conférence, ce jeune homme avait été consacré comme lauréat du concours général de mathématiques. Il y a là un constat, c'est que les choix qui sont faits sont des choix judicieux et que les jugements que nous pouvons porter sur les élèves lorsqu'ils sont méritants sont des jugements qui ne souffrent aucune complaisance. Cette année, nous n'avons proclamé aucun résultat dans les disciplines essentielles au concours général, je l'ai dit. Nous n'avons proclamé que les résultats en dessin. Le jeune Thiam, qui a 20 ans, qui vient d'être reçu à son premier coup d'essai à Polytechnique, 8e sur 300 reçus, est un garçon particulièrement brillant. Bachelier à 18 ans, rentrant en Polytechnique, le seul Ivoirien de cette année, car il y avait 20 autres Africains qui s'étaient présentés, il est le seul Africain reçu à Polytechnique, et 8e, c'est une chose qui se passe de commentaires. Je crois que c'est un résultat qui peut démontrer aux yeux de la jeunesse ivoirienne que l'effort paie, le mérite se paie. Tidiane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'École des Mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'École Polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. À l'annonce de ton admission, quelle a été la réaction de tes parents? Ils ont été très heureux pour moi. Ils étaient très contents. Tu as été reçu 8e au classement étranger, soit dans la première moitié. Étais-tu optimiste avant la proclamation des résultats, avant le concours même d'abord? Pour répondre sincèrement, non, je n'étais pas très optimiste. J'espérais être admissible à l'un des 3 concours, mais avant la proclamation des résultats, je n'aurais jamais espéré être admissible aux 3. Alors, veuillez nous excuser, les gentlemen, c'est seulement l'élément que nous avions sur la main, que nous avons fait passer, voilà. Donc, comme nous dirons que c'est à dessin, bah, I don't know si c'est à dessin, mais puisqu'on avait une information qu'on devait certainement avoir rapidement dans une petite minute, il fallait que je positionne l'élément, et c'est l'élément que j'avais donc sous la main. Voilà, c'est pas voilà. Alors, comme nous étions en train de le dire, Jérémy, vous vouliez une élection présidentielle, on ne vient pas blaguer avec les Ivoiriens. Nous avons eu le bonheur et la chance d'avoir un Ivoirien reçu pour la première. Il faut arrêter donc de blaguer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays banana. La Côte d'Ivoire était toujours parmi les 5, les 10 meilleurs pays en Afrique. Comprenez? Parmi toujours. En Afrique de l'Ouest, nous sommes toujours number 1 ou number 2, après donc le Nigeria. La Côte d'Ivoire détient pratiquement un seul, plus donc de la moitié, hein, donc
des fonds au niveau donc, de l'UMOA. Vous comprenez? C'est un pays sérieux. Donc, des gens qui veulent être candidats doivent être des gens sérieux. S'ils ne sont pas sérieux, ce n'est pas la peine de se présenter à une élection, surtout en ce moment. Quand la démocratie marche, ah oui, tout le monde peut aller donc à ces élections, les gentlemen. Mais quand nous sommes dans une situation où nous sommes en quête de démocratie, en quête de valeurs, un nouveau paradigme, il faut arrêter. Donc, franchement, un candidat qui attend de l'aide de M. Ouattara pour animer, pour financer sa campagne, c'est des gens qui ne sont pas, voilà, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Il faut bien être en Côte d'Ivoire pour voir certainement ce genre donc de, excuse-moi, je vais employer l'expression parce que je suis tellement fâché, ce genre de bêtises. Voilà, permettez-moi l'expression pour tous ceux qui nous suivent. It doesn't make any sense qu'on se retrouve dans une telle situation où des gens qui se disent nous sommes candidats à une élection, quoi que ce soit, et voilà, et qu'on attend donc l'argent donc, de M. Ouattara. Mais écoutez, moi je vais en compétition contre Ouattara. Et j'attends l'argent de lui pour aller le battre. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que, quand on pense à des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui tourne rond dans la tête des gens? C'est-à-dire que M. Ouattara, là, il est tellement idiot, vous comprenez, qu'il dit, ah non, non, vous savez, je vais donner donc le maximum d'argent. Le maximum à une minute, je crois qu'on avait, voilà, qui te dit, oui, oui, je suis tellement idiot que je vais donner donc le maximum d'argent à Pierre pour qu'il batte campagne, pour qu'il me batte. Nous sommes sérieux là. Comme je le disais, il faut être réellement en Côte d'Ivoire pour voir de telles inepties, permettez-moi l'expression, des candidats qui rêvent de remplacer de M. Ouattara, mais qui frappent directement ou indirectement à sa porte pour lui demander donc de financement donc, de campagne. Alors, d'aucuns nous diront, oui, nous, cet argent, vous savez, hein, cet argent ne vient pas donc de M. Ouattara. Mais nous savons comment la politique fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même le pont qu'on a construit à la zone de Côte d'Ivoire, on dit c'est le pont de Ouattara, c'est comme si c'était Ouattara qui a financé. On allait mettre son nom dessus. Le stade où Fouboye, on construit, on va mettre son nom dessus. Tout ce qu'on construit, on va mettre son nom dessus. On sait comment les choses fonctionnent. Mais si on veut réellement appliquer donc la loi, là, la loi est claire. Là, c'est dans la loi hein, que chaque année, l'État doit prendre 1 millième, je crois, de son budget pour financer les partis politiques. 1 millième de son budget. Pour le financement donc, des partis politiques. Mais ça fait des années que M. Ouattara ne distribue pas cet argent parce qu'il veut affaiblir les partis politiques. Il veut affamer les leaders politiques. Et ça, c'est la loi qui le dit, mais M. Ouattara et son gouvernement n'appliquent pas la loi. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire, je ne sais pas si dans les lois ivoiriennes, on a dit que le gouvernement doit financer donc les candidats. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, peut-être que ça existe. Mais je sais sûr, ce que je sais, c'est qu'au niveau dans la loi, chaque année, le gouvernement donc, doit utiliser 1 millième, je crois que c'est 1 millième, c'est ça, 1 millième du budget et partage proportionnellement au poids des candidats. Et c'est avec cet argent que les partis politiques l'utilisent pour financer certains de projets ou bien des activités, compléter certaines choses. Voilà, mais là, les candidats qui attendent donc de l'argent. Si vous attendez de l'argent de M. Ouattara, quelle indépendance d'esprit, quel courage politique vous avez de l'affronter. Parmi eux, on cite maintenant de façon pêle-mêle Mme Simone Gbagbo, aussi tous ces derniers temps. Enfin, je préfère ne pas dire tellement de choses par rapport à cette dame, que je considère toujours une grande dame, et Mme Henriette Lagou, qui ont sollicité chacune entre 500 millions et 600 millions de francs CFA à M. Ouattara. Vous comprenez? Alors, on sait que les années passées, M. Ouattara, je crois qu'au parti politique, l'État, par l'intermédiaire de M. Ouattara, donnait au moins 100 millions à chaque candidat. Mais eux, ils vont demander maintenant 5, 6 ou 10 fois plus. Ils sollicitent 500 millions à 600 millions à M. Ouattara. Tout ça pourquoi? Si l'information est correcte. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire la campagne de M. Ouattara, pour aider M. Ouattara à aller à un 4e mandat. Vous comprenez? On n'a pas envie de le dire, mais ladies and gentlemen, je vais demander de l'argent à M. Ouattara pour pouvoir le battre. Est-ce que ça make sense?
Something's it's not right here. Vous comprenez? Donc, comme je le disais déjà, en 2015, chaque candidat, donc mon ami Kakabe, ils ont reçu au moins 100 millions. 100 millions. Mais cette année, les gens demandent 500 millions, 600 millions, même 1 milliard. Au gouvernement ivoirien, on ne veut pas, parce qu'on le dit à M. Ouattara. En même temps, M. Ouattara est arbitre, adversaire, banquier. Il doit trancher. Ça, M. Ouattara doit réfléchir maintenant qu'il y a des chances, qu'il n'a pas de meilleures chances. Est-ce que je dois donner de l'argent comme je dois donner? Mais ça ne fait pas sérieux tout ça. Ça ne fait pas sérieux. C'est un candidat, c'est l'ami, qui prétend diriger donc la Côte d'Ivoire, mais qui ne peut même pas, donc, pas financer donc, ses affiches sans tendre la main donc, à son adversaire, à son rival. Voilà donc une belle idée donc, de la vision politique qu'offrent les politiciens ivoiriens, dans les contradictions même les plus stupides, des contradictions les plus élémentaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Elle s'est précipitée pour être candidate là, pourquoi? Pour aller attendre l'argent de Ouattara. En fait, c'est pour faire des retenues. Ils vont demander 500 millions, ils vont utiliser les 200 millions pour faire campagne et puis garder au moins 400 500 millions pour eux-mêmes là-bas. En fait, c'est ça. C'est comme si l'achat de conscience. C'est des gens qui se vendent, qui savent même peut-être que c'est le deal qu'ils ont avec M. Ouattara pour se présenter à une élection, pour ne pas que M. Ouattara parte seul. Ça ne fait pas sérieux tout ça, ça devient une trahison. C'est comme s'ils se sont entendus pour exclure des candidats. Nous avons parlé de ça hier. On reviendra un tout petit peu sur le référendum, sur le sondage qui fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. Et je ne comprends même pas pourquoi les gens parlent même de ce sondage. Je dirais exactement mon point de vue. Donc, ladies and gentlemen, something is not right here. Je ne sais pas si vous voyez la chose de la même manière que moi, hein, mais je ne comprends pas. Autant peut-être, bon, je ne sais pas, si vous avez donc des tests de loi qui nous disent que le gouvernement, le pays doit financer donc les candidats à une élection présidentielle, si vous avez ces tests-là, donnez-moi ces tests-là. Ce que je sais, c'est que le gouvernement doit donner chaque année, prendre 1 millième du budget et puis partager aux partis politiques, enfin voilà, donner aux partis, financer donc des partis politiques, je crois que c'est l'expression qui est correcte, pour financer des partis politiques. Mais je le dis, depuis donc des années, M. Ouattara refuse de donner cet argent. M. Thiam, depuis son élection, n'a jamais eu un rond donc, de l'État de Côte d'Ivoire pour le financement donc, du PDCIRDA. Tous ces financements viennent de lui, de quelques militants et puis donc des amis. Donc voilà les contradictions que nous sommes en train. Et c'est des gens qui viennent jouer avec nous. Ils font semblant d'être candidats pour aller demander de l'argent à M. Ouattara. It doesn't make any sense si cette information est correcte. Je n'ai pas de raison, je n'ai pas du tout d'autres informations qui me font penser que cette information n'est pas correcte. Ça vient donc d'Africa, donc intelligence. Voilà. Donc voilà un peu en ce qui concerne donc le financement des partis politiques. Alors, en troisième point, donc, de mon bio, nous allons parler donc comme je l'ai parlé tout à l'heure, de ce sondage qui fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. Je ne comprends pas parfois les Ivoiriens. Pourquoi nous aimons donc nous focaliser sur les petites choses? C'est-à-dire que les petites choses deviennent parfois très compliquées à expliquer et prennent le temps des uns et des autres. Un sondage, c'est une affaire banale. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, on voit cela comme quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, là, je suis allé sur chose, il y a eu combien? 18 sondages. C'est-à-dire chaque jour qui passe, il y a au moins 10, 15, 20 sondages qui sortent par rapport à certaines choses, aux partis politiques. Comment vous voyez donc la politique de monsieur, comment on appelle ça, monsieur Donald Trump? Alors, je vais regarder si je peux déjà trouver, vous citez au moins quelques sondages que nous avons ici. C'est ça, juste une minute, peut-être que je vais voir si je peux certainement voir. Alors, regardez sur l'autre computer qui est donc en face de moi ici. Alors, Voilà, je vais voir si je peux avoir donc des sondages sur la politique donc, du président américain ici, pour vous montrer que c'est tellement banal. Banal. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est réellement banal. Alors, voilà. Les sondages, la politique, voilà, polls. Voilà, polls. Here. Let me see here. Regarding the election, what's going on here? Latest poll. OK. Voilà.
Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est. Jeudi, c'est mardi. Hein. Regardez combien de sondages je viens de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sondages. 10 sondages aujourd'hui, hier, mardi. 10 sondages. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, il y a combien? Les sondages là pour hier et machin, tout ça. Alors, je vais vous donner peut-être le nom des choses, sauf si vous l'avez laissé. Aujourd'hui, mercredi, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sondages. Il y a donc Piac, il y a aussi Rasmussen Report, il y a Reuters et Ipsos, il y a Gallup, vous comprenez? Il y a Morning Consult, vous comprenez? Voilà. Donc, au niveau de ce sondage ici, comment on appelle ça, la popularité de M. Donald Trump par rapport à son boulot, 38% sont pour et 54% sont contre. Alors, quand vous prenez, donc, ça, c'est uniquement pour Piac. Maintenant, quand vous allez sur Rasmussen Report, M. Ouattara et M. Trump est à 48%, alors que l'autre sondage, il était à 38%. Vous comprenez? Et quand vous allez avec le sondage de Reuters, il est à 41%. Donc, c'est tellement banal. C'est tellement banal. Et on nous prenons ça, oui, tu es en train de manipuler l'opinion là. Mais c'est des gens, enfin, peut-être, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas chauds parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient, ils n'allaient pas se comporter comme ça. C'est tellement banal. C'est-à-dire que, bon, enfin, le sondage permet à celui qui commande d'avoir une idée de la situation. Vous comprenez? Et bâtir sa campagne en fonction de ça. Alors, ce que je pourrais dire, vraiment, je ne comprends pas tout ce brouhaha autour d'un sondage. Comme je le disais ici aux États-Unis et en Europe et partout, hein, non, chaque parti teste sa popularité et publie donc ses chiffres. Ou bien même des instituts eux-mêmes textent la popularité de chaque parti politique et publient. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas, si vous voulez, ces sondages, peut-être c'est pourquoi ça devient big deal. Mais un sondage, ce n'est pas donc une élection. C'est juste une photo donc de l'opinion à un moment donné. C'est-à-dire au moment où on fait le sondage, là, peut-être même parfois quand vous finissez le sondage, vous donnez des informations, la réalité peut changer. Parce qu'un seul événement peut faire basculer les choses. Donc, c'est un sondage, c'est pourquoi on dit le sondage n'est pas une élection. C'est juste une photo de l'opinion à un moment donné. Et ça peut changer, ça peut varier d'un moment à l'autre. Donc, ça, c'est même pas big deal. Mais ça peut vous donner une idée de ce que vous devez faire, ou bien ce que vous avez à faire, vous avez fait, ou bien voilà ce qui se passe. Voilà. Mais voilà, comme je l'ai dit, cher ami, hein, si c'est réellement ce sondage dérange tant au RDR de venir RH, mais c'est tellement simple. Vous avez suffisamment de l'argent dans l'État, mais vous aussi commanditez aussi un autre sondage. Mais cette fois-ci, ne donnez pas des bananes. Confiez aussi à des cabinets aussi qui sont aussi respectés, qui font aussi un sondage, qui vont venir dire que M. Ouattara bat tout le monde avec 95%. Vous faites le sondage et puis vous nous présentez aux Ivoiriens, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin donc de faits valables? On a fait des faits valables. Si vous voulez fonctionner encore comme nous sommes au 19e siècle, TIAM fonctionne comme au 21e siècle. Au 21e siècle, il faut savoir réellement ce que la population pense. Vous comprenez? Parce que nous sommes en face de ces politiciens qui ne se préoccupent pas, ils donnent l'impression qu'ils se préoccupent. Non, ils ne se préoccupent pas de nous. Ce qu'on pense, ce dont quoi ils m'en pensent là, ils s'en foutent. Ils ne s'occupent même pas de ça. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout. Ils ne demandent pas notre avis. Ils nous imposent certaines choses. Sinon, quelqu'un qui a une idée claire de la chose ne peut pas s'offusquer parce qu'il y a un sondage. Parce que la population, ceux qui sont au pouvoir, ne nous interrogent pas. Ils interrogent parfois leurs militants ou bien quelqu'un qui sont autour d'eux. Et ils entreprennent des choses et disent c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi ce sondage dérange. Et réellement, pourquoi le sondage dérange? Ça dérange parce que dedans, il y a des vérités. Je le dis, cher ami, on n'a pas besoin d'être allé à Harvard pour comprendre que les résultats du sondage de Messina, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux.
Je n'ai pas dit c'est une vérité d'évangile. Non, mais non. Nous avons fait des sondages ici. Et les sondages nous ont donné pratiquement les mêmes résultats. Thiam, parfois, au premier tour, hein, Ouattara, Thiam, Gbagbo et puis Assalé. Ou bien Thiam, Ouattara, Gbagbo et puis Assalé. Tous ceux qui ont fait un sondage ici, là, les petits, ce n'est pas des sondages, mais je veux dire les petits, c'est ce qu'ils font au moins sur les réseaux sociaux là. Mais c'est les mêmes résultats. Donc personne ne devait être surpris. Et tout le monde le dit qu'au deuxième tour, l'opposition va l'emporter si l'opposition est unie. Ça, nous le savons. Celui qui dit qu'il ne le sait pas, c'est que soit c'est un militant du RDR devenu RHP, ou bien il dort les yeux ouverts, ou bien il fait semblant donc de dormir. Donc pourquoi ce sondage ici dérange? Ça dérange quand on révèle donc la tendance cachée. Vous comprenez? Parce qu'il y a une tendance cachée qui est là. Ça choque quand on montre qu'un président sortant peut perdre dans une élection face à son challenger au second tour. Voilà pourquoi ça choque. Et ça inquiète quand il change la perception donc, des électeurs et des partenaires donc, internationaux. Voilà pourquoi les gens sont choqués par rapport à ce sondage. Vous comprenez? Le sondage est clair. On dit au premier tour, M. Ouattara arrive en tête avec 38%. M. Thiam vient aux alentours de 25 à 30%. M. Laurent Gbagbo vient aux alentours donc, de 18 à 20%. Et M. Assalé suit avec 6 à 10%. Mais c'est clair. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que c'est une vérité d'évangile. Hein? Mais moi, avec les sondages que je faisais ici, là, je n'étais pas pratiquement loin de ça. Hein? Vous comprenez? On n'était pas. On avait même le sondage qui a été même organisé pendant un certain temps par l'autre là, comment il s'appelle là, Jean Bonnet, où les gens ont participé massivement. Dans ce sondage, au premier tour, M. Thiam était en tête avec 38%. 38%. Et M. Ouattara suivait avec 32%, et M. Laurent Gbagbo et Assalé Tiemoko. Donc, on ne devait même pas être surpris par le sondage de cette grande compagnie qui est donc Messina. Personne ne devait être surpris. Mais pourquoi ça choque? Alors, bref, on peut donc critiquer donc, les sondages, mais il serait donc absurde, si vous voulez, donc, de les balayer d'un revers donc, de la main. Ils sont devenus donc un outil stratégique, politique et incontournable. Parce qu'en Afrique, on fait la petite politique. C'est pourquoi les idées de sondage les effraient tant. Parce que dans des pays développés ici, les gens ont besoin de savoir réellement ce que la population pense. Et c'est à travers donc, les sondages que ceux qui dirigent ont une idée. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité d'évangile, mais ça leur donne une idée. Quand vous êtes en train donc, de travailler, vous comprenez, et vous ne savez pas ce dans quoi la population pense, à un moment donné, vous faites un sondage, pour dire, ah, ça fait au moins 3 ans que je suis à la tête donc, de ce pays, est-ce que ce que je fais vous aimez? Mais vous donnez la possibilité à la population vous dit, ah oui, ce que vous faites là, on aime, mais, ou bien on n'aime pas, mais quand on fait que vous avez une idée, vous êtes en train de dire, ah, tiens, peut-être que ce que je fais, je pensais que c'était bon, mais en réalité, la population n'est pas du tout en phase avec moi. Donc, dès lors, je dois essayer donc de revoir mon approche. Voilà, c'est pourquoi il y a des sondages. Donc, chers amis, commencez à vous habituer avec la politique du 21e siècle. Même si M. Ouattara et son gouvernement veulent nous laisser encore dans la politique du 19e siècle, mais nous sommes au 21e siècle. Avec AI, avec les réseaux sociaux et tout ça, il est temps donc que vous vivez au 21e siècle. Parce que ceux-là viennent rester encore dans le 19e siècle avec les histoires des royautés où ils contrôlent tout, avec la dictature absolue. Vous comprenez? Voilà ce qui va nous imposer, les gentlemen. Voilà. Alors, donc, normalement, comme je le dis, un sondage ne va même pas du tout inquiéter Pierre ou Paul. Alors, le quatrième segment, le quatrième sujet que nous allons donc mettre sur la table, c'est la mission d'évaluation préélectorale. On parle. Donc, à Abidjan, déjà, il y a beaucoup de personnes après, donc le représentant donc, du secrétaire général donc, des Nations Unies, hein, qui était donc en séjour, qui discute avec beaucoup de personnalités, en vue donc de quoi, je ne sais pas. Nous sommes à 1 mois des élections présidentielles. Tout ce que les gens sont en train de faire, c'est pour aboutir à quoi? Report des élections? Je ne sais pas. Je ne vois pas M. Ouattara accepter qu'il y ait report des élections parce qu'il sait qu'il y a report des élections. Il sait que les élections sont libres et transparentes. Il les perd. Vous comprenez? Donc, il n'a pas intérêt à discuter avec qui que ce soit
ou à ce que les règles du jeu soient claires. Non. Son parti le sait. Si les règles du jeu sont claires, il perd. Dans des conditions, il ne va pas accepter qu'il y ait donc les règles du jeu. Pour moi, c'est tellement simple. Si les règles du jeu sont claires, M. Ouattara perd. Le RDR perd et ils le savent. Donc, il fera en sorte pour que les règles du jeu ne soient pas claires. Report des élections, je ne sais pas. Inclure les autres candidats, je ne sais pas. Ou bien continuer avec ces candidats-là et puis proposer autre chose, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a, ces derniers temps, beaucoup donc de négociations, et beaucoup donc de rencontres, et tout ça, c'est pourquoi on sait que M. Thiam est donc à Washington, il négocie beaucoup, il a beaucoup expliqué à la politique ivoirienne, croyez-moi, les implications. Voilà. Le sondage, je l'avais déjà vu avant que les autres institutions en parlent, vous comprenez. Et je savais réellement de quoi il s'agissait. Donc aujourd'hui, le 24, comme je l'ai dit, 24 septembre aujourd'hui, dans le cadre donc, de sa mission d'évaluation préélectorale, les gentlemen, l'International Republican Institute a été donc reçu ce mercredi au siège donc, de la commission électorale indépendante. On sait que M. Thiam a été reçu par l'International Republican Institute déjà, je crois que c'était mercredi ou jeudi la semaine dernière. Et il décide aujourd'hui donc de discuter, d'aller en Côte d'Ivoire et puis échanger avec le gouvernement. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une mission, sa mission en train donc de payer, puisque les Américains veulent comprendre réellement ce qui se passe. Voilà. La CEI a commis la plus grosse erreur. Et ça, ce n'est pas donc... c'est pas une erreur. Ça a été un coup préparé par la CEI pour ne pas du tout inclure Thiam dans le processus électoral. Les règles sont claires. Ils parlent chaque fois d'appliquer la loi. Mais quand ils doivent appliquer la loi qui ne les arrange pas, ils refusent d'appliquer. Je vous ai parlé tout à l'heure donc du financement donc, des partis politiques que l'État refuse donc, de faire depuis donc, des années. Et nos tests sont clairs. Il faut la révision de la liste électorale chaque année. Vous comprenez? La révision de la liste électorale chaque année. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas question d'interpréter. Pourquoi la révision n'a pas eu lieu cette année? Alors, monsieur Kubert est en train de nous dire, ah oui, c'est coûteux, machin. Mais si c'est coûteux, là, enlevez ça dans les tests. Tant que vous n'enlevez pas dans les tests, c'est la preuve. Vous êtes allé utiliser, selon vous, des tests de 1961 pour venir contraindre un Thiam. Vous comprenez? Donc, tant que ça est dans les tests, vous les appliquez. Non, venez pas chercher à expliquer. Non, il faut appliquer les tests au sens stricto sensu. C'est tout. On dit une révision chaque année. Et chers amis, s'il y avait une révision cette année, M. Thiam n'allait pas certainement avoir les problèmes qu'ils sont en train d'expliquer. Donc, ils le savent et c'est pourquoi ils ont tout fait pour ne pas qu'il y ait une révision. Le président de la CEI a été clair qu'il y avait la possibilité de faire donc une révision de la liste électorale, comment on appelle l'expression, je crois, exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Pour être conforme avec la loi. Non, ils ne l'ont pas fait. Vous comprenez? Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ils nous ont créé dans la situation dans laquelle ils se sont entendus. C'est un deal qui a été passé entre la CEI et le parti au pouvoir, Ouattara, comment on appelle ça? Le Conseil constitutionnel. Tout ce monde-là, ça a été un deal pour écarter un candidat. Et ensuite, pour écarter donc des candidats, je n'ai pas dit un candidat, puisque ce n'est pas sur ma chose, pour écarter des candidats. Comme vous voyez regardez très bien, comment c'est vicieux et comment c'est pratiquement méchant et c'est honteux à la fois. Vous avez vu donc le sondage de M. Thiam là. Hein? Alors, et puis le sondage qui disons que nous voyons tous. Premier, Ouattara. Deuxième, Thiam. Troisième, Babo. Quatrième, Assalé. Et M. Ouattara et la commission retirent Thiam, Babo et puis Assalé. Alors que les trois là pèsent à peu près dans le statistique 50%. Donc, il veut compétir avec celui qui arrive en 5e position, qui est donc Don Melo, 4%. Donc, M. Ouattara veut compétir avec celui qui a 4%. Et puis, ils n'ont pas honte, derrière. Ils n'ont pas honte. Ils vont gagner des élections. Ils veulent compétir avec celui qui a 4%, suivi de Jean Lubion qui a 2%, Simon Gbagbo qui a 1%,
Vous comprenez? L'Antoine Lago qui a 0,0 quelque chose %. Voilà les candidats que M. Ouattara s'est choisi lui-même pour compétir. Nous sommes en démocratie comme ça. Nous sommes en démocratie. Ça ne fait pas sérieux tout ça. Non, ça ne fait pas sérieux. Donc, comme je le disais, donc, aujourd'hui, mercredi, ils étaient donc au siège de la commission électorale indépendante pour une séance de travail. Cette rencontre intervient, hein, cher ami, après donc, des échanges déjà tenus entre la délégation ils appellent ça IRI, voilà. C'est Institute of Republican, voilà. Donc, non seulement ça, ils ont vu aussi les responsables du PDC-IEDA. L'objectif de cette mission est donc d'apprécier donc le climat politique et donc le dispositif électoral à une année donc, du scrutin donc, présidentiel prévu en octobre 2025. On n'a pas vu le NDRI, on n'a pas vu donc les démocrates, mais ce sont les républicains qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Les républicains sont capables donc de remonter cette information à Donald Trump et ils savent qu'il va taper sur la table. S'il voit tout ça, vous savez, c'est quelqu'un qui ne marche pas, c'est bon, il est capable de taper sur la table, dire Ouattara must go, il est capable de le dire. Vous comprenez? Donc, faisons très attention, hein, rien n'a encore gagné. Nous sommes à un mois des élections présidentielles, c'est court, mais c'est une éternité. Hein. Beaucoup de choses peuvent se passer. Surtout, l'injustice est tellement flagrante que, normalement, les gens ne doivent même pas se taire. La France qui a l'habitude des choses ne doit même pas se taire. L'Union européenne ne doit même pas se taire. Les Nations unies ne doivent pas se taire. Les États-Unis ne doivent pas se taire. Ce qui est en train de se passer n'est pas du tout normal. Les Ivoiriens ont peur. Ils sont devenus pratiquent la politique, la force politique. Ils ont en face d'eux des leaders qui sont des dealers, vous comprenez? Ce ne sont pas des vrais leaders, mais ce sont des dealers. Ils dealent pour renflouer les caisses. Ils ne pensent pas à vous, ils ne pensent pas à moi. Ils sont prêts à négocier à Ouattara pour avoir 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, rien que pour réellement aller accompagner M. Ouattara. Donc tout ce qu'ils vous disent là, c'est du vent. Ils vont se vendre au plus haut franc. Et ils pensent pouvoir se battre pour nous, mais non, ils nous utilisent. Ils n'ont aucune dignité. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Thiam. Thiam ne le fera pas. Jamais. Parce que si Thiam devait le faire, il allait dealer avec le parti au pouvoir depuis longtemps, puisque les gens faisaient la cour à Thiam depuis longtemps. Il pouvait le faire. Mais il n'a pas accepté. Il ne le fera pas. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et avec lui, ça serait une Côte d'Ivoire debout, une Côte d'Ivoire en marche, une Côte d'Ivoire où le rêve sera permis pour tout Ivoirien. Vous travaillez dur, vous allez avoir les résultats de votre travail. Mais vous trichez, vous allez aussi avoir aussi les résultats de votre tricherie. C'est un pays comme ça, on veut un pays normal. Vous comprenez? Un pays normal. C'est comme quand nous étions donc à la réunion, hein, où les gens sont venus, l'autre est venu dire, mais ce que nous demandons, on ne demande pas beaucoup aux gens. On vous demande au moins que la Côte d'Ivoire redevienne comme au temps de Fouboy, où l'Ivoirien ne quittait pas la Côte d'Ivoire nécessairement pour aller se chercher. C'est tout ce que nous demandons et nous avons tout pour ça. Les Ivoiriens ne vont pas quitter. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui quittent et les non-Ivoiriens viennent s'installer. Ils fraudent sur la nationalité ivoirienne. Ils sont devenus tous des Ivoiriens, de faux Ivoiriens. Ils ne comprennent rien dans notre politique, dans notre vie de tous les jours. Ils viennent transposer leur pays, leur déception qu'ils ont dans leur pays, ils nous amènent chez nous. Alors, quand vous allez parler, on va dire vous êtes des défauts. On s'en fout maintenant. Vous avez osé parler de la nationalité donc de Thiam, on va parler de la nationalité de tout le monde. Vous comprenez? Comment vous pouvez parler de la nationalité de quelqu'un pour l'exclure et vous ne voulez pas qu'on parle de la nationalité d'autres personnes? Ah, quand on parle des xénophobes, vous n'êtes pas xénophobe, vous? Ah, il faut arrêter, les gentlemen. Nous sommes vivants dans une situation très compliquée. Donc voilà un peu l'international qui arrive et qui vont essayer donc de vérifier les informations pour savoir réellement ce qui se passe. Alors, c'est en train de regarder un peu donc le temps. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va aller donc très rapidement, les gentlemen. Alors, on parlera donc de faits divers. Faits divers, c'est donc le discours donc, de M. Laurent, le discours donc, de M. Donald Trump et ses conséquences
hier aux Nations Unies. Hein. Mais c'était chaud, c'était chaud. Voilà. À New York, M. Donald Trump a encore fait parler de lui lors donc, de son assemblée, l'Assemblée générale des Nations Unies. Fidèle donc à son style, cher ami, il a basculé, pour ne pas dire, il a bousculé les codes diplomatiques, multiplié donc les pics contre ses adversaires et donc rappelé donc sa vision de l'America First. Il a été clair avec les Unis. Vous acceptez trop les immigrants, vous allez tuer votre pays. Il dit Londres, là, ça sera la charia, ça c'est un pays de la charia d'ici un peu de temps si rien n'est fait. Voilà. Les conséquences de ce propos ont suscité, chers amis, donc des applaudissements nourris parmi donc ses partisans, mais aussi un malaise chez donc plusieurs donc, alliés traditionnels. La presse américaine et internationale a parlé déjà donc d'un coup d'éclat qui risque de tendre encore plus la relation diplomatique entre les États-Unis et les autres pays. Alors, c'était donc Donald Trump lui-même. Je ne sais pas si nous avons donc un élément de l'intervention de Donald Trump. Alors, mais nous excusez, je n'étais pas préparé à ça pour vous sortir donc des éléments du président américain Donald Trump, mais peut-être que ça sera certainement une autre fois. Une autre fois, on aura la possibilité d'en avoir tous les éléments pour vous faire écouter l'intervention du président américain Donald Trump, une intervention qui a fait couler de beaucoup d'encre et de salive. Alors, laisse-moi ici Donald Trump. Aux Nations Unies. Alors, peut-être qu'on aura un élément du président Donald Trump et we're gonna take from there. Voilà. Alors, AFP, full speech. Bon, que des. Alors, bon, je pense que les éléments que nous avons sont en anglais. J'avais voulu plutôt avoir un élément. Bon, ben, si on n'a pas, peut-être on va vous faire écouter. Attends, laisse-moi voir si on peut quelque chose à mettre. France 24, voilà. Voilà, alors, peut-être qu'on aura. OK. Je pense qu'on a un élément. On pourra donc avoir un élément. Bon, je pense qu'on devait avoir un élément. Et puis, je vais certainement vous faire écouter un peu une partie d'éléments. Et puis, on verra exactement ce qu'il y aura. Voilà, je pense qu'une petite partie d'éléments. Votre message est clair. Si vous venez illégalement aux États-Unis, eh bien, vous irez en prison ou vous retournerez dans votre pays, voire même encore plus loin. Et vous savez ce que j'entends par là. Je souhaiterais remercier El Salvador pour l'excellent travail mené à bien par ce pays pour recevoir et pour incarcérer de nombreux criminels qui avaient franchi les frontières de notre pays. En raison de l'administration Biden, un nombre record de personnes avaient franchi légalement la frontière. Mais nous sommes en train de nous débarrasser d'eux. Nous n'avons pas le choix. Et il y a d'autres pays qui sont dans la même situation, car il y a d'autres pays qui se trouvent dans la même situation. Parce que la migration, c'est en train de détruire vos pays. Et donc, vous devez faire quelque chose. À l'échelle internationale, les États-Unis, une fois encore, sont respectés comme jamais auparavant. Voilà, une partie donc de l'intervention de M. Donald Trump, le président donc américain. Voilà. Alors, le dernier point que nous allons faire, c'est donc le fait divers, c'est donc culture et société. Hein. L'affaire donc de Jimmy Kimmel, donc la liberté donc d'expression. Le comédien donc américain Jimmy Kimmel a fait donc son grand retour sur la scène après donc une période donc difficile, réintégré et porté par donc une large mobilisation. Il est donc redevenu, malgré lui, donc un symbole donc, de la liberté d'expression aux États-Unis d'Amérique. De quoi s'agit-il? Il a donc tenu donc, des propos que certaines personnes n'avaient pas aimés, et puis directement, le FCC qui s'occupe un peu donc, de surveiller les médias a décidé donc, de faire la pression. Ils ont fait la pression sur Disney. Disney, qui est donc propriétaire donc, de la chaîne ABC, a décidé donc, de le suspendre voilà, définitivement. Alors, du coup, donc, aux États-Unis d'Amérique, ça a été donc très mal interprété. Vous savez, c'est ce que je disais à quelqu'un aujourd'hui. Hein, voilà ce qui fait la différence entre les pays développés et puis nous.
en Afrique. Vous comprenez? Au pays développé, les gens défendent leurs droits. Ça veut dire quand il s'agit de son droit, là, que vous soyez de la gauche, de la droite, derrière, mais méchants, avant, ils défendent leurs droits. Voilà ce qu'ils se sont dit. Même les républicains sont venus défendre M. Kimmer. Vous comprenez? Ils sont venus défendre. Je me souviens de Ted Cruz, qui est l'un des plus grands critiques donc, des démocrates. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, si on permet cela aujourd'hui et que vous riez, mais demain, quand un président démocrate viendra, surtout vous, les conservateurs, là, vous parlez beaucoup, là, mais on va tous vous chasser. Donc, combattre la décision là aujourd'hui, c'est vous protéger demain. Voilà ce que je dis. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'injustice qui frappe aujourd'hui Tidiane Thiam, les gens sont assis là parce que non, je suis dans mon parti politique, de toute façon, je n'ai rien à faire, je ne m'occupe pas de ça. Mais non! Ce qui arrive à Tidiane Thiam va arriver demain. Si Tidiane Thiam, qui est très connu avec les moyens, on peut arracher la nationalité Tidiane Thiam comme ça du jour au lendemain, l'exclure de la liste électorale, vous pensez que vous, on ne peut pas vous faire? Normalement, tous les Ivoiriens devaient dire non, je suis contre Thiam, mais là, vous arrachez le droit de Thiam, vous arrachez aussi mon droit. Voilà comment dans les pays développés, les gens fonctionnent. On ne vient pas dire, ah oui, parce que moi, mon candidat n'est pas retenu, toi aussi ton candidat n'est pas retenu, alors c'est bon. Vous comprenez? Alors qu'on arrache la liberté fondamentale de quelqu'un. M. Ouattara a encouragé la prise des armes, ça il faut le dire, hein? Parce que selon lui, les gens m'ont arraché moi ma nationalité. Et lui, son gouvernement vient arracher vis-à-vis devant nous là, à midi. À midi, on arrache la nationalité de Thiam. Bon, c'est moi qui t'ai fait venir ici là, moi je t'arrache la nationalité, puis tu dis quoi? Et nous, les Ivoiriens, nous regardons, oui, ben, il faut aller aux élections, même si on a arraché des Thiam, parce qu'on veut la paix. Il faut... Mais ça ne se passe pas dans les pays développés. C'est justement là que les Ivoiriens devaient certainement donc se révolter pour dire non, vous faites peut-être un boulot, machin, mais là, si vous arrachez la liberté de Thiam, là, les droits de Thiam, c'est comme vous m'arrachez aussi mes droits. Voilà comment dans les pays développés, les gens fonctionnent. Non, mais chez nous, on cherche à expliquer. Ah, il faut calmer. Non, le droit fondamental, on ne joue pas avec. Un droit fondamental, on ne joue pas avec. Quand on arrache le droit comme fondamental, même si c'est donc de votre ennemi, votre pire ennemi, vous devez donc défendre ce pire ennemi, pas lui-même, mais défendre le droit qu'on vient d'arracher à votre pire ennemi. Voilà comment dans les pays développés, les gens fonctionnent. Hein. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique, là où on peut avoir des gens qui disent on va aux élections, on va demander 500 millions, 1 milliard à M. Ouattara, et puis voilà, on dit on fait la politique. Ça ne fait pas sérieux tout ça. Et c'est des gens qui ne sont pas sérieux, ils n'ont pas honte, vous comprenez. Et c'est devenu nauséeux, cher ami, quand je vois un peu tout ça. Voilà un peu donc le petit point que je voulais faire, le petit journal. Je dirais donc dans un pays de plus, donc la plus polarisé, si vous voulez, c'est donc ce genre d'humour que les politiciens là font, hein, qui peuvent calmer les uns et les nerfs, vous comprenez. Donc arracher donc le droit de quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose que vous n'aimez pas, il a fait l'humour, je pense que c'est allé un peu vite en besogne, hein, et les Américains n'ont pas du tout accepté. Donc, pour finir, cher ami, entre la fébrilité donc, du pouvoir ivoirien à l'ONU, les contestations, les contradictions, j'allais dire, de l'opposition donc, à Abidjan, les polémiques autour donc, des sondages, l'évaluation, donc, j'allais dire, de séjour pré-électoral de l'IRI, hein, on peut dire l'IRI, voilà, des l'IRI, je crois que c'est mieux, c'est ça, l'IRI. Les secousses diplomatiques provoquées par Trump à la voix, et la voix, j'allais dire, donc du comédien Jimmy Kimmel, une seule chose est claire, cher ami. La politique et la liberté d'expression restent des baromètres les plus donc fiables de notre société. La politique, voilà, la politique, c'est aussi clair. Donc, chers amis, nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre émission Bitba en forme donc, de journal d'aujourd'hui. Nous allons parler donc, de 4 sujets d'actualité et ensuite 2 faits divers. Alors, rendez-vous encore pour notre émission, certainement donc demain. Et puis, j'espère que n'oubliez pas donc de critiquer.
Je l'ai dit, cher ami, n'oubliez pas aussi de faire donc des petits gestes pour Dr Bogasako Gervais, qui est donc aux États-Unis ici. Alors, pour ces déplacements coûtent assez cher. Donc, si vous avez la possibilité de faire donc des petites contributions, vous pouvez donc faire et voilà. Merci beaucoup et puis rendez-vous pour une autre émission d'autre fois. Et puis bon, bye bye. Je ne sais pas si ma soeur. Ah oui, est-ce que mes deux gosses étaient là? Mes deux gosses sont là, donc ça va. Eugénie, bonsoir Eugénie, Éléonore, et puis les autres, au revoir. Mais spécialement Eugénie, et puis Éléonore Kofi. Voilà, c'est Eugénie Baudon, Éléonore Kofi. Ouais, peut-être que j'aurai l'occasion de vous voir un jour, je ne sais pas où vous êtes, mais peut-être on aura l'occasion de faire connaissance un jour. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous. N'oubliez pas aussi de ma maman, ma petite maman qui est donc à Laurel, voilà, la maman de, comment elle s'appelle, de Marie-Louise, voilà, Marie-Louise. Je ne sais pas si elle nous suit maintenant. Maman, merci beaucoup et puis au revoir. Merci pour vos conseils et puis je vous remercie toujours de suivre nos émissions toujours en direct. OK, au revoir. Alors.